Salut à tous, bienvenue pour cette 45e édition de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver. Ça fait un petit bail que je ne suis pas venu dans ce studio d'ailleurs, donc vraiment ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. À mes côtés aujourd'hui, Hugues Derkel. Salut Hugues. Comment ça va, Michael? On a fait décidément tous les effectifs. Moi, j'ai vu avec tous tes déplacements tous les duos possibles et on termine tous les deux. C'est parfait. J'ai l'impression qu'on est l'équipe de France à la fin de la Coupe du Monde. Ça y est, on a essayé des trucs, machin. Bon. On prend les quelques joueurs qui sont pas encore cuits. Voilà. Alors, on va voir. Est-ce qu'on sera l'équipe de France du 4-0 ou du 6-4? Ça, c'est à voir ensuite, bien évidemment. Mais on parlera bien sûr de Formule 1. On va retrouver dans quelques instants Cyprien Juère et Mathieu Chambenois qui étaient ensemble pour le Grand Prix de Belgique. Du côté de Spa-Francorchamps, on viendra également sur le rallye d'Estonie et on aura notre petit débat de la semaine, bien sûr, avec George Russell qui sera le point principal de cette petite battle. Mais donc, comme je vous le disais, on va aller retrouver Cyprien et Mathieu en Allemagne. Oui, c'était le Grand Prix de Belgique, on est au courant, tout est normal, mais ils sont vraiment en Allemagne. Donc écoutez, Hallo. Allô Michael, et en effet on était à Spa-Francorchamps ce week-end avec Mathieu pour le Grand Prix de Formule 1, pour la Formule 2 et la Formule 3 aussi en ce qui te concerne Mathieu. Et puis là on est à Montchaux, donc Montjoie en français, donc c'est le lieu en Allemagne à 40 km environ du circuit où on a logé pendant ces 4 jours. C'est pas facile de se loger en Belgique pendant Spa-Francorchamps, donc c'est pour ça qu'on est là dans un paysage assez bucolique comme vous pouvez le voir. Ouais, très très sympathique, et on a assisté quand même en Belgique à une très belle course ce week-end et un très bon week-end globalement de Kimi Antonelli qui a signé la pole position, c'était sa 6e en Formule 1 et qui a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Mathieu Kimi Antonelli, il n'avait plus gagné depuis Monaco, il était sur une dynamique qui n'était pas très bonne parce qu'il avait eu beaucoup d'ennuis mécaniques notamment, et George Russell était revenu à 25 points avant ce Grand Prix de Belgique. Désormais, l'écart a doublé puisque cette fois c'est George Russell qui a abandonné et Kimi Antonelli qui a gagné, donc 50 points d'écart entre les deux. Qu'est-ce que tu retires toi de ce week-end de Mercedes et de Kimi surtout? Alors, c'est vrai qu'on sentait dès le début du week-end que Mercedes avait quand même une avance assez considérable. Toutes les autres écuries, y compris Ferrari, disaient non, nous on va pas avoir la vitesse de pointe qu'aura Mercedes. Et surtout, ça commençait déjà à créer une vraie différence finalement entre Kimi Antonelli qui avait cette vélocité et George Russell qui semblait être un petit peu plus en difficulté. Et en plus, tu parlais justement des problèmes mécaniques qu'on a pu observer. Effectivement, Toto Wolff l'a débriefé après le Grand Prix. Il semblait que toutes les unités de puissance Mercedes, d'après lui, aient eu un problème de puissance justement qui a été détecté après la course. Donc quand je dis toutes les unités de puissance Mercedes, je parle évidemment notamment de McLaren et de Mercedes. Bien sûr, Alpine rentre en jeu, Williams, mais McLaren qui était plutôt dans le top 10. Mais on constate quand même que malgré tout, Antonelli avait énormément de vitesse de pointe, contrairement à George Russell. Donc je dirais que on n'est pas surpris étant donné la configuration des lieux de la victoire de Kimi Antonelli, en plus du fait que le pilote n'a jamais vraiment perdu de sa superbe. À la régulière, il aurait certainement dû gagner du côté de Silverstone. Oui, et puis en effet, il y avait un vrai delta entre Mercedes et les autres. Ferrari l'avait annoncé déjà depuis Silverstone, il s'attendait à souffrir sur ces types de tracés qui sont des tracés assez énergivores. On parle beaucoup depuis le début de la saison du déploiement d'énergie. En effet, chez Ferrari, c'est plus compliqué que pour Mercedes qui a vraiment très bien travaillé sur ce moteur. On sait que la force de Ferrari réside plutôt dans son châssis. On parlera plus tard plus en détail de Ferrari, moins dans le moteur. Au final, Mercedes a plutôt confirmé ça. Il y a quand même eu en effet ce souci dont tu parlais une nouvelle fois sur la voiture de George Russell, cette fois qu'il y a un vrai souci de vitesse de pointe. Si vous vous en souvenez, il en avait déjà parlé à Silverstone, il s'en était plaint tout le week-end, il avait dit qu'il avait un vrai souci de vitesse en ligne droite. Et à la fin de la course, c'était d'ailleurs fait un peu recadrer par Toto Wolff qui lui avait dit qu'il n'avait pas eu ce souci-là pendant la course alors qu'il l'avait eu quand même tout le reste du week-end. Ouais. Bon, une semaine après, Russell avait peut-être raison de s'en plaindre quand même parce que ça a à nouveau fait des siennes. Pour donner un peu les chiffres, Toto Wolff estime que c'est un peu plus de la moitié de l'écart qu'il y avait entre lui et Antonelli. Il y avait par exemple une demi-seconde en qualification. Donc, Bob estimait qu'il y avait environ 2 dixièmes et demi qui étaient liés à ce problème selon Toto Wolff. George Russell, lui, il exagérait peut-être un peu plus, il grossissait un peu plus le trait, il parlait plutôt de 4 dixièmes, 8 dixièmes en début de week-end, 4 dixièmes plutôt sur la suite du week-end. Donc ça reste des écarts énormes sur une voiture sœur. Donc forcément, George Russell, ça aurait dans tous les cas, on peut l'imaginer, parasité sa course qui dans tous les cas s'est arrêté au premier tour. Ah bien sûr, avec lui, il n'arrêtait pas de dire, même pendant les qualifications, qu'il avait une puissance équivalente, si ce n'est inférieure à une Formule 2. Alors encore une fois, le fameux GP2 Engine qu'on connaît par cœur en Formule 1. Mais c'est vrai que voilà, c'est le problème de George Russell en ce moment. Et en tout cas, ce qui est surtout important à noter après ce Grand Prix de Belgique, c'est que Toto Wolff semble avoir entendu raison et dire qu'effectivement, oui, il y a un problème qui vient du moteur et non pas seulement du pilote, ce qui semblait être en partie induit jusqu'à maintenant. Il va falloir vraiment travailler chez Mercedes parce que le problème de fiabilité, il vient beaucoup du moteur en début d'année
Il est venu notamment aussi d'une pièce, en l'occurrence manque de chance pour Kimi Antonelli la fois dernière. Mais c'est Il y a vrai jamais que de chance en Formule 1. c'est vrai que pour Mercedes, ça commence à faire beaucoup. Et attention, parce qu'on en avait déjà parlé notamment lors de Face à Face dans cette émission, ça peut être là que le bas blesse pour Mercedes cette année, la fiabilité. Oui, en effet, la fiabilité chez Mercedes, c'est un problème qui commence aujourd'hui à peser un peu, puisque ça fait perdre beaucoup de points à Kimi Antonelli sur les manches précédentes, à George Russell aujourd'hui. Le souci, c'est que Mercedes commence à avoir une avance qui se réduit sur Ferrari, puisque Ferrari a marqué plus de points que Mercedes 3 fois sur les 4 derniers week-ends. Il n'y a que l'Autriche où Mercedes a marqué plus de points. Donc au championnat constructeur, ça va forcément peser en fin de saison. Et sur George Russell, donc nous, ce qu'on a vu de lui dans le paddock, Mathieu, dès jeudi, c'est un pilote qui finalement n'était pas inquiet, il n'avait pas de raison de l'être, il était revenu à 25 points de Kimi Antonelli, on l'a dit. C'est plutôt un pilote qui avait pointé en revanche ses difficultés, qui malgré son retard rattrapé, savait qu'il était moins performant que Kimi Antonelli. Il est lucide, George Russell, il s'en rend bien compte quand même qu'il y a un écart entre les deux. Il est un peu poète en plus. Il est un peu poète, voilà, j'y viens justement. Il a expliqué, George Russell, qu'il doit aujourd'hui modifier son style de pilotage, changer un style qui a fonctionné pendant plus de 20 ans, pendant toute sa carrière en monoplace, pour avoir un style plus proche de ce qui fait performer la voiture et donc plus proche de ce que fait Kimi Antonelli. Et la métaphore qu'il a utilisée, voilà pourquoi Mathieu parle de poésie, c'est qu'il a dit c'est comme si on vous met la Joconde devant vous et qu'on vous demande de la reproduire. Avec peut-être du temps, vous arriverez à le faire, mais sinon, si on vous demande de le faire tout de suite, à part certains artistes qui nous regardent, mais en tout cas, personnellement, j'en serais incapable, même si en effet, elle était devant moi. Et c'est ce que Russell explique, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a à faire, il a ciblé ses problèmes, il a pointé ses axes d'amélioration, mais les mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Donc, ça risque de prendre du temps, mais il a montré aussi cette saison qu'il était capable de signer des pole positions. Il en a 4. Il a gagné une course en Australie en début de saison. Il a gagné en Autriche plus tard dans l'année aussi. C'est quand même un pilote qui peut rester dans le match. Ça dépend des circuits, ça va dépendre justement de ce qui arrive après. Visiblement, les prochains circuits ne sont pas forcément, notamment la Hongrie, les plus favorables à Mercedes de manière générale. En tout cas, ils seront plus favorables aux autres équipes dont on va parler après. Mais en tout cas, le fait est que l'écart est grand et qu'au-delà du style de pilotage et de la simple résilience de pilote, si je puis me permettre, il va aussi y avoir une question de motivation et de frustration qu'il va falloir gérer parce que ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long. On arrive à la mi-saison et c'est toujours aussi important, si j'ose dire, entre les deux. Et surtout, Kimi Antonelli qui commence à creuser un vrai écart. Il a doublé son écart tout simplement à l'issue de ce Grand Prix. Et tu l'as dit Mathieu, en effet, on arrive en Hongrie dès cette semaine pour un nouveau Grand Prix qui sera donc le 11e rendez-vous de cette saison. Et la Hongrie, c'est un circuit qui va plutôt normalement correspondre à Ferrari. En tout cas, c'est ce qui est attendu par à peu près tout le monde. Bon, Ferrari, un petit sujet, c'est que quand ils s'attendent à souffrir, ils performent plutôt. Et quand ils s'attendent à être bons, ça n'a pas toujours été aussi bon qu'ils l'espéraient. On pense à Monaco notamment, où ils espéraient forcément un peu mieux, surtout avec un pilote, Charles Leclerc, qui a toujours été très à l'aise, notamment en qualification à Monaco. La Hongrie, pour vous expliquer un peu ce qui fait la différence en termes de caractéristiques, c'est que la Hongrie, c'est un circuit où il y a beaucoup de zones de freinage fort, qui permettent de récupérer de l'énergie, de régénérer la batterie. Et donc, en fait, globalement, ça va être plus proche de la F1 telle qu'on la connaissait durant les années précédentes, à savoir une F1 où le tour est flat out tout le long, finalement. Alors qu'à Spa, vous devez déployer de l'énergie dans certains secteurs, ou à Silverstone, c'est le même problème. Vous avez peu de freinage pour la récupérer. À Spa, par exemple, c'est secteur 1 à fond, secteur 2 plus sinueux, vous en récupérez un peu, et secteur 3 à fond. Sauf qu'en effet, quand on a un déficit moteur, on le ressent tout de suite, alors que là, Ferrari a le châssis de référence de la grille, c'est assez unanime aussi. Bon, la Mercedes, c'est peut-être pas loin. Donc on peut attendre d'eux, normalement, une très belle performance à Budapest. Normalement, oui. En tout cas, c'est vrai que comme tu le dis, sur le papier, le fait d'avoir un moins grand pourcentage de lignes droites, tout simplement, sur ces circuits-là, peuvent avantager Ferrari, qui justement est l'écurie, en tout cas le châssis le plus rapide dans les courbes et surtout les virages serrés. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres écuries qui disent qu'elles vont être véloces et justement assez efficaces sur ce circuit du Hungaroring, parce qu'en fait, si on devait imaginer, mis à part Mercedes, aucune équipe n'est vraiment très à l'aise lorsqu'il y a des lignes droites. Évidemment, ça ne court pas dans la même course, si je puis dire, mais Audi est très content de retrouver notamment un circuit de cet acabit-là. Red Bull est évidemment très content aussi de récupérer un circuit de cet acabit-là. J'ose dire même McLaren, qui pourtant est aussi équipé d'un moteur Mercedes. Oui, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes... C'est pas les mêmes caractéristiques. En fait, on leur donne le moteur, mais on leur donne pas tout à fait le mode d'emploi pour l'exploiter à 100%. Donc et ça, forcément, ça joue quand même sur la performance. Et finalement, ce qui ressort de ça, c'est qu'on sent que Mercedes a un tel avantage dans cet exercice des lignes droites et du déploiement d'énergie véritablement dans ces situations-là, que les équipes ont très hâte finalement de retrouver des circuits un petit peu différents. En revanche, des circuits qui, c'est enduit, vont être plus difficiles en termes de dépassement, en termes de largeur de piste, si je puis me permettre. Donc c'est sûr qu'il va y avoir certainement moins d'action en course, mais par contre plus de possibilités pour les écuries avec des meilleurs châssis, notamment en virage.
de briller. Si vous êtes fan de Ferrari, vous l'avez compris, vous pouvez avoir des belles semaines devant vous, possiblement que ce soit en Hongrie ou après la trêve estivale fin août à Zandvoort, aux Pays-Bas. Et puis, il y aura aussi une deuxième évolution moteur qui va être apportée par Ferrari dans le cadre de l'ADUO. Vous savez, c'est des aides supplémentaires accordées aux motoristes en difficulté dont bénéficie Ferrari, puisque la FIA a estimé que Ferrari n'était pas la force de référence. C'est Red Bull aujourd'hui qui a le moteur thermique de référence. Donc Ferrari, en étant un peu décroché par Red Bull, a 2 jetons d'évolution entre guillemets sur son moteur. Donc la première évolution du moteur Ferrari, elle est arrivée en Autriche au mois de juin, et la deuxième, elle devrait arriver à Monza, normalement sur un circuit qui sera aussi énergivore et sur lequel forcément Ferrari a à cœur de briller. On nous a dit chez Ferrari que c'était possible que ça arrive dès les Pays-Bas, qui sera donc la prochaine manche après la pause estivale. Mais ils n'ont pas envie de se presser, ils veulent être sûrs de faire les choses bien, puisqu'on sait que ces évolutions moteurs, elles sont très importantes. Ça peut leur permettre de réduire l'écart sur Mercedes, surtout que c'est ce qu'on disait en introduction aussi, il y a un peu plus de 70 points. Et sur les derniers week-ends, le fait d'avoir 2 pilotes performants, ça permet quand même à Ferrari de réduire l'écart. Voilà. Donc si vous êtes fan de Ferrari, sachez qu'en tout cas, il y a plutôt des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses dans les tiroirs. Il y a aussi pas d'inquiétude à avoir sur la répartition du budget de Ferrari, qui a été un sujet un peu de discorde entre Toto Wolff et Frédéric Vasseur. Toto Wolff, pour rappel, a reproché à Frédéric Vasseur en tout cas s'est interrogé sur la façon dont Frédéric Vasseur et Ferrari dépensent leur budget, en trouvant qu'ils apportaient beaucoup d'évolution alors que Mercedes n'était pas capable de suivre le rythme avec le budget plafonné. Il faut savoir que Ferrari, ça a été un choix de leur part d'apporter une voiture en début de saison qui laissait la place à des évolutions qui étaient déjà prévues, en fait, qui étaient déjà dans les paquets. Ils ont aussi utilisé leur budget de 2025, où ils n'ont pas du tout développé la voiture, pour cette saison. Donc voilà, il n'y a pas de question budgétaire, Ferrari n'a pas cramé la caisse. Il y aura des évolutions encore plusieurs fois dans la saison pour retrouver de la performance, et puis on espère arriver au niveau de Mercedes. C'est ça, et c'est pas des évolutions du même Maccabi à chaque fois. C'est-à-dire que Ferrari a décidé de progresser petit à petit à chaque fois. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Lewis Hamilton lui-même disait face à la presse qu'il était fier de voir que l'équipe apportait à chaque fois un petit peu. Et c'était à chaque fois une partie circonstancielle par rapport à ce qui s'était passé lors du dernier Grand Prix, mais aussi, tu l'as dit, en partie, quelque chose de prévu depuis le début de la saison. En fait, oui, pour illustrer un peu, Mercedes a plutôt mis 100% de ses capacités en début de saison sur la voiture du début d'année, en disant ok, ça c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et après forcément on l'améliore, on trouve des choses, mais il faut se creuser la tête. Ferrari, ça a plutôt été, on va mettre une voiture qui est peut-être à 75% de ses capacités, mais par contre en lui laissant des espaces sur lesquels on sait qu'on pourra l'améliorer, la faire progresser petit à petit, et puis ça permet aussi d'étraîner les pièces une par une, et si une pièce est défaillante, on sait tout de suite laquelle c'est. Alors que si vous mettez tout et que vous prenez tous les risques en début de saison, des fois vous pouvez peut-être avoir besoin d'un peu de temps pour identifier la pièce en question. Ce qui n'est pas non plus la stratégie qu'a adoptée McLaren qui va adopter un nouveau package, si je puis dire, véritablement important, une nouvelle version finalement de la voiture dès la Hongrie. Justement, ça va être la première grosse évolution de McLaren en Hongrie, donc on verra encore une fois au niveau des top teams, si on peut dire, ce qui va se passer et quelles sont les différences en termes de hiérarchie qu'on va pouvoir observer. Et puis évidemment, on va finir ce petit volet technique aussi en vous parlant de l'autre équipe qui va être forcément à suivre en Hongrie, c'est Aston Martin qui apporte une version B de son AMR26, une version B qui est particulièrement attendue parce qu'Aspa, ça a été particulièrement compliqué pour eux, comme on s'y attendait. Un circuit très long aussi où ils ont forcément beaucoup souffert avec leur moteur. 2 secondes des Cadillac en qualification, c'est énorme. Ouais, 2 secondes des Cadillac, ça fait mal sur un circuit de 7 km certes, mais quand même c'est un écart assez énorme. Donc Aston Martin, on va pouvoir voir à quoi leur châssis ressemble avec ces évolutions. Et puis il y aura un nouveau moteur qui lui sera introduit aux Pays-Bas à la fin du mois d'août également. Bon, Aston Martin, ils le disent tout de suite, et Honda également était présent à Spa ce week-end pour en parler. Ne vous attendez pas à aller voir dans les points avec ce châssis et même avec le châssis et le moteur. Ils en sont très loin. Le but, c'est de progresser petit à petit, mais c'est un projet qui est trop mal parti pour être rattrapé cette saison. Donc il va falloir prendre son mal en patience. Si vous adorez Fernando Alonso, il va falloir espérer qu'ils soient encore là l'an prochain. On salue Michael, bien sûr. Voilà, on salue Michael justement depuis le plateau qui lui est un grand fan de Fernand. Allez, très rapidement, on va aussi vous parler de la belle performance du week-end, c'est celle de Red Bull et en particulier d'Isaac Hadjar. Alors Max Verstappen monte sur le podium, il fait 3e de ce Grand Prix de Belgique après avoir pris la 2e place en qualification, mais une 2e place qu'il doit en partie à Isaac Hadjar. Et il l'a dit lui-même, Isaac Hadjar qui lui a donné une super aspiration en qualification parce que Hadjar savait qu'il partait dernier sur la grille, donc n'avait de toute façon aucun intérêt de faire un temps. Donc Red Bull a utilisé Isaac pour créer l'aspiration dans le dernier secteur pour Max Verstappen, ce qui lui a fait gagner des précieux dixièmes, puisqu'il a dit qu'il pense qu'il aurait été 6 ou 7e sur la grille sans Hadjar. C'est ça, P6. En fait, Isaac a été très logique, si je puis dire, après la qualification, en disant que Red Bull n'avait pas les mêmes caractéristiques, encore une fois, que les équipes de tête, notamment Mercedes dont on parlait tout à l'heure,
Et donc en termes de déploiement d'énergie, ils ont utilisé une stratégie un petit peu différente de la plupart des équipes, puisque eux, ils ont plutôt déployé dans le secteur 2. Donc effectivement, Isaac a à la fois traîné Max lors de la qualification. Encore une fois, c'était au choix de Max Verstappen par rapport à cette localisation-là. Mais on sent aussi qu'ils l'ont testé en course. Et donc notamment Max Verstappen sur son tour qualif avait le record du secteur 2. Isaac Hadjar expliquait que oui, c'était là où ils étaient le plus forts. Donc c'était là, à la fois que c'était le plus difficile de dépasser. Donc c'était là tout le dilemme qu'ils avaient, parce que là où ils devaient déployer, ils ne pouvaient pas forcément dépasser. Ils craignaient de se retrouver derrière finalement un train à l'ancienne, on aurait dit un train DRS. En l'occurrence, Isaac Hadjar craignait ça, mais il a quand même réalisé la belle performance du week-end. Alors, il est officiellement pas élu pilote du jour, je crois que c'est Charles Leclerc qui a été élu. Charles Leclerc, tout à fait. Mais dans tous les cas, on se doute qu'en termes de logique, il a réalisé une performance assez formidable. Et puis en termes statistiques, on peut quand même donner quelques petits chiffres. C'est vrai que c'est le premier Français à réaliser 6 top 6 de suite depuis Alain Prost en 1993. Avec la voiture numéro 6. Avec la voiture numéro 6, il pourrait être sur un record s'il venait à réaliser une 7e. Bon, en effet, c'était le meilleur Grand Prix d'Isaac Hadjar depuis qu'il est chez Red Bull. Il l'a dit lui-même, il a été particulièrement encensé par Laurent Mekies, encensé par Max Verstappen après les qualifications. Un très bon week-end pour lui. Et puis d'ailleurs, on salue Laurent Mekies. Ça faisait 1 an qu'il est... Depuis son arrivée à la tête de Red Bull, c'était au Grand Prix de Belgique 2025. Voilà, une année où il s'est passé beaucoup de choses pour Laurent Mekies, mais qui mène assez bien sa barque. Alors, il y a quand même un départ potentiel de marque de Mercedes à Red Bull qui est en train de se dessiner. C'est le départ de Gwen Lagrue qui a été annoncé en premier lieu par nos confrères britanniques de la BBC. Donc Gwen Lagrue, c'est le responsable de l'académie Mercedes depuis un peu plus de 10 ans. C'est lui notamment qui a détecté George Russell ou Kimi Antonelli. Qui sont les deux titulaires. Qui sont les deux titulaires actuels et avec les réussites qu'on leur connaît, notamment pour Kimi Antonelli en ce moment. Gwen Lagrue serait sur le départ forcément pour Red Bull, pour prendre la tête de l'académie Red Bull. C'est un poste qui a été précédemment occupé par Helmut Marko. Forcément, vous vous souvenez d'Helmut Marko qui a pris sa retraite en décembre dernier, qui a été remplacé par le français Guillaume Roquelin, qui était son adjoint jusque-là. Alors Gwen Lagrue, on l'a croisé forcément dans le paddock à Spa, on lui a posé la question. Il a évidemment pas voulu commenter les rumeurs. Il n'a pas démenti non plus. Vous faites ce que vous voulez de cette information. La question a été posée à Toto Wolff, qui a dit qu'en effet, il y avait des négociations sur le futur, il y avait des discussions sur le futur. Voilà. En tout cas, que les discussions sont en cours et que pour l'instant, rien n'était véritablement. Voilà, rien n'est acté. Mais que lui, il souhaitait en tout cas continuer avec Gwen Lagrue. Dans ces cas-là, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et à partir du moment où vous n'avez pas un démenti officiel, on vous dit pas non, c'est n'importe quoi, il reste. Souvent, c'est qu'il y a quand même des discussions. Est-ce que ça aboutira, est-ce que ça aboutira pas? Ce serait aussi un beau projet pour Gwen Lagrue qui pourrait relancer cette académie Red Bull qui a toujours été quand même particulièrement couronnée de succès sous Helmut Marko. Ce serait un énorme coup. C'est vrai que l'académie Red Bull est toujours aussi fournie en termes de qualité de pilote. On pense notamment à Nicolas Tsoloff, qui est actuel leader de la Formule 2 et qui est un pur produit justement du junior team Red Bull. Donc c'est vrai que ce serait un sacré coup de la part de Red Bull de se renforcer avec Gwen Lagrue, d'autant que pour le coup l'académie Mercedes en ce moment est un peu moins en besoin, dans la mesure où ce sont vraiment des jeunes pilotes, notamment Kimi qui vient d'éclore avec Mercedes. Donc on verra ce que ça peut donner d'un côté comme de l'autre. En tout cas, les discussions, forcément, vous en doutez, sont en cours, puisque même au niveau des académies, il y a des jeunes pilotes qui pourraient rejoindre une académie ou une autre. Eh bien, il n'y a pas de secret, on est bientôt au mois d'août et forcément c'est le moment où ça discute du côté des formules de promotion. On va pas vous cacher qu'on a entendu quelques petites choses dans le paddock de Spa sur les académies justement, donc on peut pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas ça va certainement pas tarder à bouger. Oui, on vous conseille de rester attentif quand même. Et pas seulement dans une seule académie, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. On l'a vu l'année dernière avec des mouvements qui nous avaient un petit peu surpris. Je pense notamment à Ego Choukou qui quittait McLaren à la fin de la saison, alors que c'était vraiment un pilote qui avait été suivi pendant longtemps. Donc on verra en tout cas ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des sacrés pilotes, en tout cas des pilotes vraiment bien classés dans les catégories de promotion F2, F3 qui peuvent changer de crèmerie, si j'ose dire. Bon, et puis en parlant de changer de crèmerie, il y a forcément un marché des transferts qui va commencer aussi à s'animer en Formule 1. Est-ce qu'on va avoir une silly season, comme on l'appelle, donc la saison folle où tous les transferts se décantent, où les pilotes changent de crèmerie justement? Rien n'est moins sûr. Au final, c'est un peu ce qu'on retire de ce week-end à Spa. Oui. Max Verstappen n'a toujours pas confirmé qu'il resterait chez Red Bull. Il n'a toujours pas non plus confirmé qu'il quitterait la Formule 1. Il s'est montré particulièrement froid d'ailleurs à cet égard. Oui, parce qu'il est assez excédé par ces questions-là. On peut le comprendre aussi. Max Verstappen, c'est vrai que c'est des sujets assez récurrents qui reviennent. On se souvient que l'an dernier, c'était aussi les mêmes sujets qui revenaient par rapport à Mercedes. Aujourd'hui, c'est McLaren qui est un peu la destination fantasmée pour Max Verstappen. Alors, il y a sûrement pas de fumée sans feu. Vous le savez aussi en Formule 1, quand il y a des rumeurs et qu'il n'y a pas de démenti, ce que je disais tout à l'heure. Bon, on peut se poser des questions. Mais pour le moment, on se dirige plutôt vers
j'allais dire une prolongation, mais non, mais en tout cas Max Verstappen resterait chez Red Bull dans l'état actuel des choses, et malheureusement ça bloquerait un peu le marché des transferts. Aujourd'hui, il y a un pilote qui est particulièrement en danger, c'est Esteban Ocon, malheureusement, notre Français chez Haas. Forcément, ses performances ne sont pas à la hauteur de ce que peut attendre Ayao Komatsu, son patron, et de ce que lui-même d'ailleurs peut attendre de lui-même, parce qu'on connaît son talent. Ça faisait d'ailleurs 10 ans depuis ses débuts en Formule 1 à Spa-Francorchamps en 2016 ce week-end. Donc bon, si Esteban partait, il y a des noms qui reviennent forcément sur la table. C'est celui de Leonardo Fornaroli notamment, qui est le junior McLaren, qui a gagné la F3 et la F2 les 2 dernières années, ou de Rafael Camara, junior Ferrari, qui est en F2 cette année et champion de F3 en titre. Donc on verra dans les mois qui viennent. On espère aussi forcément qu'Esteban va réussir à inverser cette tendance, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il est déjà condamné, et qu'il est déjà condamné depuis plusieurs semaines finalement, sans avoir une vraie occasion de montrer encore son potentiel qu'on connaît, son coup de volant qu'on connaît aussi. Voilà, donc bon, on souhaite évidemment beaucoup de courage à Esteban Ocon. On lui souhaite de vite redresser la barre pour garder 3 Français en F1 l'an prochain. Du côté des autres équipes, quand on a demandé aux gens, enfin aux pilotes surtout, bon, sachez que tout le monde considère qu'ils ont tous un contrat, tout le monde est très serein. C'est ça. Donc on ne s'attend pas à des grands mouvements, à les écouter eux. On sait qu'il y a des discussions du côté d'Audi. Nico Hülkenberg dément. Oui, alors, c'est vrai que si on devait faire un petit point, ce serait visible. Les rumeurs principales, en tout cas, parlent de Carlos Sainz du côté d'Audi, donc effectivement plutôt en remplacement de Nico Hülkenberg. Carlos Sainz qui intéressait déjà Audi avant l'arrivée du Hülkenberg. Au début, voilà, du projet. On parle aussi éventuellement d'un départ de Valtteri Bottas du côté de Cadillac, dans la mesure où les performances du Finlandais ne seraient pas au niveau attendu par l'écurie américaine, mais l'un comme l'autre maintiennent d'une froideur absolue que non, il n'y a pas de discussion, et qu'en effet c'était même plus que ça, c'est que Cadillac est venu le voir dès lors qu'il a commencé à avoir des rumeurs pour le rassurer quant au fait que non, son contrat était béton et que ça n'allait pas bouger de son côté. En tout cas, c'est sa version. Du côté de Nico Hülkenberg, beaucoup plus froid, beaucoup plus réservé, mais en tout cas pour lui, pas de contrat cassé, si je puis dire, de son côté. En tout cas, pour lui, il restera en Formule 1 l'année prochaine également. Donc statu quo un petit peu partout, et effectivement, celle qu'on attend comme une potentielle silly season un petit peu folle et emballée pourrait finalement être assez réservée, à l'image de certaines silly seasons qu'on attendait et qui ne sont pas venues, peut-être l'année d'après. Ouais, on se souvient d'années, en effet, de notamment le passage de 2023-2024, si je dis pas de bêtises, où la grille avait pas bougé d'un iota. C'est ça. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des éléments quand même aussi importants, dans le sens où en formule de promotion, c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait ce qu'on a en ce moment. Ça me permet de faire un petit point par rapport à ça, mais c'est vrai que Nicolas Tsolov, qui n'a pas remporté de course ce week-end du côté de Spa, reste sur 6 victoires au total dans la saison de F2. On en parlait, le record a été établi à 7. Lui est avec le junior team Red Bull. Surtout que 7, faut quand même le dire, c'est George Russell et Charles Leclerc. C'est ça, donc c'est vrai que ça reste quand même des références absolues. Alors, est-ce que Nicolas Tsolov va monter en F1 lui aussi? Évidemment, on lui en a parlé, il est très réservé sur le sujet, il préfère parler du fait qu'il se concentre sur sa saison de F2, mais en tout cas quand on l'interroge notamment sur son rôle de réserviste par exemple, il a tendance à dire que oui, lui il se sent prêt pour aller en Formule 1 évidemment, en tout cas pour avoir un pied dans ce monde-là. Donc on verra, mais c'est vrai que c'est difficile pour une équipe de passer à côté de lui. Est-ce que ce sera dès l'année prochaine ou l'année d'après? Encore une fois on verra. Leonardo Fornaroli a dû attendre minimum une année, en tout cas pour l'instant il est dans cette période un petit peu de patience. Oui, comme beaucoup de pilotes forcément. Bon, Nicolas Tsolov, au vu du talent et de ce qu'il démontre, la question c'est pas si, c'est plutôt quand. Donc on attendra de voir ça, mais en effet, bon, ce week-end en F2, tu l'as dit, il n'a pas gagné de course, Nicolas Tsolov. Quand même qu'on parle rapidement de nos formules de promotion, c'est plutôt Rafael Camara qui a retrouvé la victoire, lui, pour la deuxième fois de la saison seulement. Pole et victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, une telle maîtrise de la part du Brésilien. L'année dernière, il était assez hégémonique en F3. Cette saison, il a un petit peu plus de mal, il a encore raté son départ. Décidément, ça devient quand même une constante, mais c'est vrai qu'il a à nouveau pu l'emporter. On cite aussi forcément Rafael Camara parce qu'il a beaucoup de talent, il est dans une académie qui a formé aussi beaucoup de grands pilotes, mais c'est vrai qu'en termes de place et en termes de ce qu'il démontre véritablement, lui dit qu'il n'a pas vraiment changé entre le début de la saison et maintenant. La principale différence, c'est l'adaptation à la Formule 2 qui visiblement était beaucoup moins rapide que Nicolas Tsolov, parce qu'on le rappelle, lui aussi est un rookie cette année. Et puis en Formule 3, c'est Freddy Slater, un autre pilote de l'Académie Audi qu'on attend beaucoup, qui a fait la belle opération du week-end en terminant 3e de la course principale. Alors bon, 3e, pourquoi c'est une belle opération? C'est parce que tout simplement ses deux principaux concurrents au championnat, Hugo Chokwu et Théophile Nael, les deux pilotes Campos, n'ont pas marqué de points. Pour des raisons variées, Hugo Chokwu, il y a eu une grosse perte de rythme en fin de course, il a dégringolé au classement, et Théophile Nael, il y a eu déjà une pénalité sur la grille, qui l'a quand même sacrément pénalisé. Sa qualification n'était pas brillante à cause de la pluie. C'est ça. Je te laisse raconter, Mathieu, parce que c'est un week-end difficile pour lui. C'est un week-end difficile parce qu'effectivement, pour Hugo comme pour Théophile, c'est vrai que ça a été compliqué parce que à la fois il y a eu de la pluie qui a perturbé la qualification, à la fois il y a eu un drapeau rouge
qui est venu justement couper l'élan des pilotes au moment où ça commençait à pleuvoir. Donc tout le monde était piégé finalement, à part Fanny Slater qui avait fait son super tour. Et puis ensuite, Et qui a été bien inspiré de le faire avant la pluie d'ailleurs. de le faire avant la pluie, bien sûr. Mais en tout cas, en course, là où ça a été plus compliqué, c'est que forcément Théophile a été beaucoup plus agressif pour tenter de remonter. Il a tenté quelque chose en course principale. Voilà, malheureusement, ça a touché. Il a dû changer d'aileron, alors qu'en Formule 3, il n'y a pas d'arrêt obligatoire. Donc forcément, la course était ruinée pour le Français. Mais en tout cas, au niveau du classement, il est toujours 3e. Il se fait rattraper un petit peu par notamment Ernesto Rivera, qui a remporté cette fameuse course principale. Qui est aussi pilote Campos Qui est d'ailleurs. aussi pilote Campos, qui est dans l'académie Red Bull actuelle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça aussi. Mais en tout cas, le fait est que l'enjeu pour tous ces pilotes-là, ça va surtout être le fait de rallier la Formule 2, outre le fait de gagner la Formule 3. Et on sent quand même qu'on est face à une génération qui va vraiment avoir ce potentiel-là, en tout cas quand on leur parle et quand on essaie de comprendre un petit peu de quel bois ils sont faits, si je puis me permettre. Eh bien, on sent beaucoup de sérénité, notamment de la part de Freddy Slater, que je note. Un très jeune pilote, encore une fois, il n'a que 17 ans. Mais il est déjà, semble-t-il, prêt, que ce soit médiatiquement, que ce soit dans sa manière de l'aborder. Il est le premier à le dire, ce n'est pas lui qui a la pression, eux ne sont pas des rookies, lui si, en Formule 3, et il n'hésite pas à dire que justement, il compte revenir tel le chasseur, si je puis dire, dans ce championnat. Merci beaucoup Mathieu, on espère que vous Merci avez à toi. apprécié ce débrief du week-end, de notre week-end à Spa-Francorchamps et de tout ce qu'on a pu y apprendre et y décortiquer finalement. En ce qui me concerne, je serai en Hongrie dès la semaine prochaine, enfin c'est déjà dans 2 jours d'ailleurs, ça enchaîne un peu, mais voilà, donc on essaiera aussi de vous faire vivre ça toujours depuis là-bas et on laisse Michael poursuivre le fil de l'émission. Merci beaucoup Cyprien, merci Mathieu. Ils auront donc fait 43 pays visiblement dans ce week-end du Grand Prix de Belgique, de Formule 1 Grand Prix de Belgique qui a été remporté, on le rappelle, par Kimi Antonelli. Donc, on avait aussi du rallye ce week-end avec une sacrée performance, celle de Sami Pajari, le pilote finlandais de chez Toyota. Ça y est, on a envie de dire qu'il a enfin remporté sa première victoire en rallye 1, lui qui a été champion du monde WRC 2 en 2024. Il est désormais donc vainqueur en catégorie Rennes et en plus, il l'a fait en dominant véritablement ce rallye d'Estonie puisqu'il a mené de la première à la dernière spéciale, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive très souvent. Exactement, et ça fait du bien après la première victoire de Takamoto Katsuta de voir des nouveaux visages. On avait l'habitude de voir Sébastien Ogier sur ses quelques apparitions en pige dominer le plateau, et donc voir des nouveaux visages, voir des primos victorieux, ça c'est une très bonne nouvelle. Il a aussi gagné avec la manière, c'est ce que tu disais, c'est beau de voir alors on va pas retirer la victoire de Takamoto Katsuta, mais elle est quelque peu circonstancielle. Là c'est une vraie première victoire en dominant le reste du plateau, c'est parfait. Et en plus, Pajari, il revient mine de rien au championnat comme ça, il se replace un petit peu, donc on se demande maintenant s'il ne pourrait pas aller chercher peut-être même le titre mondial. Et lui, il joue un peu le jeu en disant mais on verra, mais il pense quand même un petit peu à y aller, et ça pourrait ne pas être complètement impossible, parce que cette victoire, effectivement, a été acquise de main de maître. Maintenant, on ne peut pas retirer non plus le balayage qui a été extrêmement prévalent sur ce rallye d'Estonie. On l'a vu avec Elvin Evans, le leader du championnat, sauf qu'à partir de maintenant, il n'y a que des manches sur terre. Pajari, il est 3e du championnat, donc il y aura toujours pour l'instant 2 voitures devant lui, celle d'Evans et celle de Katsuta. Ça peut lui permettre vraiment de pouvoir encore grappiller quelques points s'il y a des rallyes qui sont aussi poussiéreux. C'est ça, d'autant qu'on est dans une période du WRC à l'amorce d'une nouvelle réglementation où, justement, il y a une occasion à prendre, il y a un titre à prendre qui sera spécial avant l'entrée dans une nouvelle ère. On avait vu les déclarations d'Adrien Fourmeau qui parlait de Rallye 2 l'année prochaine. Donc tous les 4 vont être rebattus et il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher. Sébastien Ogier, je pense qu'il n'est pas complètement déçu de voir Pajari lui passer devant, parce que lui, évidemment, il est toujours là à temps partiel, Sébastien Ogier, mais du coup, il est 4e maintenant du championnat, il n'est plus 3e. Petit avantage de plus, ça peut peut-être jouer à la fin, on sait pas. C'est ça, un qui balaye de plus devant. Alors évidemment, pour que Sébastien Ogier soit champion du monde cette année, il va vraiment falloir être parfait jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il l'a déjà dit, ce sera 10 rallyes cette année, voilà, il ne peut pas changer cela, et on le comprend absolument, mais donc voilà, il n'a pas complètement dit au revoir non plus pour l'instant à ce 10e titre mondial qui le mettrait tout seul au sommet un petit peu de sa montagne devant Sébastien Loeb. Ça va être quand même assez compliqué. La seule chose sur laquelle je pense on peut être d'accord, mon cher Hugues, c'est que c'est une Toyota qui va être championne du monde. Je pense que chez Hyundai, ça va être quand même compliqué. Là, à partir du moment où on a des top 4, des top 5 dans les spéciales, bon, la question se pose pas trop. Je pense que vous pouvez mettre vos économies. Je vous incite pas à parier, mais bon, si jamais Paris il y avait à faire, je mettrais sur la firme Nippon. Ouais, je pense quand même effectivement que la pilote Toyota ira chercher le titre, mais bon, il reste encore pas mal de manches et pas mal de rallyes à disputer. Pajari arrive.
Oliver Solberg aussi s'est un petit peu réveillé ce week-end, lui qui avait connu une mauvaise passe ces derniers rallyes. Elfyn Evans c'est toujours là, essaie de grappiller les points qu'il faut quand il faut. Katsuta continue de performer à un niveau assez intéressant. Je pense qu'on va avoir vraiment une fin de saison assez intéressante, et je vous invite à aller lire d'ailleurs justement Auto Hebdo cette semaine, évidemment à partir de 20h ce soir en version numérique et mercredi en kiosque, puisque Pierre Barré revient en long, en large et en travers sur ce rallye d'Estonie, avec justement toutes ces spécificités, ces subtilités, à la fois sur le rallye, à la fois sur le championnat, qui font que on va avoir, à mon avis, une fin de saison WRC particulièrement intéressante, même si dominée par une équipe. Et heureusement, on nous offre une bataille interne qui est intéressante à suivre. C'est ça, on pourra voir quand même tous les pilotes Toyota se battre. Et l'heure va être maintenant de passer à notre battle. Et là, donc voilà, je vais regarder les yeux dans les yeux, Hugues Derkel, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, non c'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais la battle d'aujourd'hui, elle va donc s'intéresser à George Russell, qui a abandonné dès le premier tour du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. L'idée n'est pas simplement de demander si George Russell a perdu le titre ou s'il a encore des chances, ça c'est plus abstrait entre guillemets encore, c'est que cet abandon-là a surtout causé une grosse colère de la part de George Russell sur notamment un supposé manque de puissance, en tout cas un déploiement bien moins bon. Et donc la question que je veux te poser aujourd'hui, mon cher Hugues, je vais te donner la parole en premier, c'est justement, est-ce que pour toi, il y a un vrai souci sur cette Mercedes de George Russell par rapport à celle de Kimi Antonelli, ou alors est-ce que ça ne serait pas aussi bien dans la tête du Britannique que ça commencerait à se jouer? Pour moi, il faut bien se rendre compte que dans la tête de ce Britannique, il y a un petit Italien de 19 ans qui vit sans payer de loyer, qui est arrivé l'année dernière directement chez Mercedes dans une écurie capable de jouer un titre de constructeur. Alors que lui, George Russell, il a attendu 3 ans chez Williams. Et qu'enfin, quand il avait son écurie et qu'enfin Lewis Hamilton est parti, c'est plus devenu son écurie. On lui a tout de suite volé. Et George Russell, on l'a vu dans ses disputes au championnat avec Max Verstappen, c'est un pilote qui est habitué à jouer sur cet autre terrain que la piste, qui est le monde médiatique, le monde de l'influence, le monde des déclarations d'après-course. Et je pense que là, il est en train de se faire battre sur son terrain de prédilection. Bien aidé par un Toto Wolff peut-être bien aimant de Kimi Antonelli qui va sans doute le favoriser si statistiquement et factuellement l'Italien est devant le championnat. George Russell est en train de se faire devancer sur un terrain qu'il avait pendant longtemps occupé, et pour moi, ça va pas aller dans le bon sens. Alors j'entends, mon cher Hugues, ce que tu dis effectivement, et je suis pas complètement en désaccord non plus. Je t'avoue qu'effectivement, à mon avis, mentalement, c'est un petit peu compliqué pour George Russell. Mais je serais prêt à lui donner le bénéfice du doute et à me dire que dans cette année 2026, où les moteurs sont devenus absolument prépondérants, je ne dis pas, attention, que Mercedes volontairement lui donnerait une voiture moins performante que celle de Kimi Antonelli, mais que sur un nouveau règlement, il est possible que son moteur actuel, ou en tout cas son batch de composants actuel, soit un petit peu moins bon. Lewis Hamilton disait qu'il pensait que Russell avait eu un problème technique, même carrément au moment où il avait abordé la chicane des Combes, tant l'écart était important en termes de vitesse de pointe. Ça fait plusieurs fois qu'il s'en plaint, George Russell, ça semble être un problème assez récurrent, donc c'est là où j'aurais le bénéfice du doute. Je me rappelle de plusieurs fois où des pilotes se plaignaient de leur châssis, on disait toujours oui, c'est la bonne excuse parce que l'autre pilote est meilleur, et finalement on change le châssis et on se rend compte que c'est ça. Donc j'aimerais que Mercedes lui change cela pour savoir si vraiment il avait raison ou pas, mais pour l'instant, je pense que c'est encore plutôt d'ordre mécanique. Ça se tient. On essaye, voilà, on va voir, c'est l'avenir qui nous donnera raison ou pas, Exactement. c'est l'avantage toujours. Dites-nous évidemment ce que vous en pensez de cette situation actuelle de George Russell, mais c'est vrai que ça devient aussi un petit peu préoccupant pour lui et pour C'est Mercedes au niveau du championnat, bien sûr. Et tu as raison, justement, même plus généralement pour Mercedes. Parce que dans cette bataille interne entre les deux pilotes, il y a aussi Ferrari qui revient au constructeur. Et ça va commencer à falloir y penser. C'est ce qu'on a vu en 2024, quand McLaren avait la possibilité d'aller chercher un titre pilote avec Lando Norris. Le fait de ne pas avoir su choisir, favoriser, de garder cet esprit de nous, on a 2 pilotes numéro 1. Derrière, ça peut laisser la place à un outsider. Et là, il y a 2 gros outsiders qui s'appellent Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui reviennent dans une Ferrari qui commence à jouer le jeu face à la Mercedes. Hamilton qui est 2e du championnat, on rappelle, après l'abandon de George Russell. Donc maintenant, ça y est, Mercedes est enfin battue, entre guillemets, l'une des deux en tout cas est battue au championnat. Donc ça va être assez intéressant à suivre, bien sûr.
Pour terminer cette émission, je voulais qu'on s'attarde quelques instants et qu'on ait une pensée pour Cyril Blais, qui est le team principal de l'écurie Citroën en Formule E, qui malheureusement nous a quittés. C'est la Formule E et l'écurie Citroën qui nous ont annoncé ça ce lundi. Lui qui avait rejoint le championnat via l'équipe Mahindra avant d'aller rejoindre Monaco Sports Group, qui avait les écuries donc Venturi, puis Maserati et enfin Citroën. Et donc c'est lui qui menait la charge pour Citroën Racing. Donc on a une énorme pensée évidemment pour Cyril Blais, pour toute sa famille, tous ses proches et toute l'équipe Citroën, qui va d'ailleurs participer ce week-end à l'E-Prix de Tokyo, en mémoire justement de son team principal. Voilà, ce sont des nouvelles malheureusement qu'on n'aime pas avoir à rapporter, mais qui arrivent aussi, et c'est toujours des grands chocs quand ça arrive. Donc vraiment de grosses pensées à Cyril Blais, à sa famille et à tous ses proches. Voilà donc pour ce moment qui était selon nous assez important. Je tiens à vous préciser aussi que nous ne parlerons pas dans cette émission d'IndyCar. Pourquoi donc ? Eh ben parce qu'au moment où on tourne, la course n'a pas eu lieu. D'ailleurs, au moment où cette émission va être publiée sur YouTube, la course n'aura toujours pas eu lieu à Nashville, qui devait avoir lieu juste après la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Espagne. La pluie en a décidé autrement. Départ donc ce lundi à 21h heure française. Et on vous conseille bien évidemment d'aller sur autohebdo.fr dès ce soir et tout le long de la semaine pour savoir justement qu'est-ce qui se sera passé du côté de Nashville. Dans l'enchaînement, il n'y a qu'à regarder l'émission, hop, on branche sur autohebdo.fr, parfait. Voilà. L'émission se termine, et ben après vous allez regarder la manche d'IndyCar de Nashville avec Kyle Kirkwood qui partira depuis la pole position. Merci Hugues d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Merci à nos chers amis Mathieu et Cyprien qui, à l'heure où on parle, sont peut-être passés par la Pologne, la Slovénie. Ah oui, ils font peut-être un petit un safari. Là, ils font un road trip, hein, vous inquiétez pas. Sachant qu'en plus Cyprien part en Hongrie, lui, pour le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu ce week-end aussi, donc il y aura pas mal de choses à vous en dire. Bien sûr, on rappelle 20h, eh bien c'est l'heure de publication d'Auto-Hebdo en ligne sur la version numérique, et on se retrouvera mercredi en kiosque bien sûr, et nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Bisous.